Téléspectateurs de Shalom Télévision, bienvenue dans votre émission Parlons du Congo. Parlons du Congo. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous le secrétaire national du parti, le bâtisseur du Congo, du professeur Jacques Ndioli. Et il s'appelle Monsieur Florent. Il est avec nous, c'est à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Albert Laïdo. J'espère que vous allez bien, la santé. Bien entendu, je vais très bien. Et pourtant que vous avez déjà les pouvoirs, quand même, du peuple. Ah, mais c'est une grande charge qu'il faut donc assumer avec beaucoup de volonté. Alors, je ne sais pas, d'abord nous voulons savoir qui est le professeur Jacques Ndioli. Ok, bien entendu. Professeur Jacques Ndioli, bon, moi je l'appelle par le Panthéon professeur. De prime abord, c'est un érudit professeur des universités, professeur des droits constitutionnels et professeur Jacques Ndioli, député, plutôt sénateur en 2006. Professeur Jacques Ndioli, premier vice-président de la CENI en 2011. Professeur Jacques Ndioli, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale 2018. Et enfin, professeur Jacques Ndioli, député national et rapporteur principal à l'Assemblée nationale. D'abord, nous voulons d'abord savoir comment il est parvenu à être élu. Donc, il avait la majorité quand même. Et son parti aussi était connu. Très bien. C'est une question de curiosité. De prime abord, pour de rendre épurer les débats, pour être choisi étant candidat ou soit étant donc la personne qui peut être assignée à une charge au sein de la sphère politique, on tient compte du poids politique et puis nous partons au scripting sous forme de plateforme politique, donc ce qu'on appelle affectueusement de regroupement politique. Le parti politique, le bâtisseur du Congo, BC en sigle, le parti cher au professeur Jacques Ndioli, et au sein du regroupement politique du Premier ministre honoraire de Samaloko Ndekenge, donc et le nom du plateforme politique, il s'appelle par la dynamique agissant et bâtissant DAB en cible. Et par-delà, on a de pas mal 48 députés nationaux. C'est vrai? Bien entendu. Donc nous sommes la deuxième force politique de la République après l'UDPS. Là donc c'est une digression que je vais de mettre au clair à tous les Congolais. D'accord, vous avez quand même fait un bon travail parce qu'avoir déjà 46 députés au Parlement au niveau national, ce n'est pas aussi donné à n'importe quel parti politique. Donc vous avez un bon parcours. Mais parlons aussi aujourd'hui de sa fonction à la tête du rapporteur. Comment d'abord la population peut attendre quoi de spécial? Ok. Aussi, il faut éclaircir toutes les Congolaises et Congolais en ce qui concerne de la charge qui est donc conférée le Panthéon, le professeur Jacques Ndioli. Il a une vision au sein du poste, étant rapporteur à l'Assemblée nationale. À votre gouvernement, le professeur a beau parler de ce qu'il va instaurer, le professeur a beau dire de ce qu'il va instaurer au sein de l'Assemblée nationale, en l'instar du porte-parole, c'est qu'il est, puisque être un rapporteur, c'est donc être un porte-parole au sein du hémicycle. Et s'il faut rappeler là-dessus, donc de ce qu'il a dans le discours étant candidat de rapporteur
à ces postes. Premièrement, le professeur Jacques Njoli a beau discourir qu'il va instaurer les liens entre le peuple et l'Assemblée nationale. Dans quel sens? Explique un peu. Instaurer les liens, donc c'est-à-dire il va apporter, va renverser le paradigme. Donc c'est-à-dire, on a connu de certains parlements, donc il ne faut pas critiquer là-dessus. Donc le régime jadis qu'on a vu de certains rapporteurs n'ont pas exercé les fonctions à bon escient, donc puisqu'ils ne savaient pas le rôle d'un rapporteur au sein d'une assemblée. Et alors, le professeur Jacques Njoli veut justement être dans celui qui va amener au sein de dite institution les desiderata de tous les peuples congolais. Et par-delà, il y aura des débats qui seront débattus, et ces débats-là seront apaisantis dans de vraies questions parlementaires. Est-ce qu'il sera à mesure, au moins, je peux invoquer ça, de communiquer même le salaire d'un député comme en tant rapporteur? Parce que dans les régimes passés, nous avons beaucoup ces bis-là. On entend des 21 000, mais des autres 31, des 35. Il n'y a pas la vérité. Lui, en tant que rapporteur, il peut dévoiler ça parce qu'il veut mettre des liens entre la population et l'Assemblée nationale. À votre gouvernement, je le pense très bien que le professeur, lorsqu'il avait rédigé les règlements d'ordre, lorsqu'il avait rédigé les règlements intérieurs à l'Assemblée nationale, il a beau éclaircir les salaires que touche un parlementaire national. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un secret polichinelle, donc ce n'est plus un tabou, s'il faut le dire. Aujourd'hui, on connaît que ce n'est plus les montants de soit disons 21 000 dollars. Donc, comme tout peuple congolais aime épiloguer là-dessus, c'est que touche un député national. Mais par le biais du professeur Jacques Njoli, étant donné qu'il a beau rédiger les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il nous a éclairci qu'un député national ne touche jamais 21 000 dollars. Ainsi, lui dit que le député national ne touche pas 21 000 dollars. Pourtant, qu'il y a des députés, je peux citer les noms, l'honorable député Eliezer Ntambwe, qui avait annoncé qu'il y a même dans certains bureaux, on touche des 35 000 dollars. Bon, s'il faut être de pragmatique et mettre une politique mettre une politique de la praxis, donc de l'action au centre. Donc je vais rien que parler de ce qui est évidence, puisque c'était à lui, donc on avait assigné ce rôle de rédiger les règlements intérieurs de la dite institution, et par-delà, le professeur nous a très bien parlé que les montants saillants qui touchent un parlementaire vaut à 3 000 dollars. Monsieur Flora Mundari, il est secrétaire national du parti Les Bâtisseurs du Congo. Bon, par rapport à cette question, c'est à la population de revendiquer. Si vous avez une idée ou soit une réponse contraire, vous allez m'écrire, c'est moi dans ce numéro en bas pour dire, et si vous réclamez encore les retours de monsieur Florent, il pourra revenir ici et on va encore en débattre une fois de plus. Moi, d'abord, dans votre parti politique, quand vous avez appris que l'élection a tombé et sur le professeur Jacques Njoli et il est désormais élu rapporteur, comment cette nouvelle était accueillie chez vous? Oui, donc c'est comme de tout parti politique, on lutte pour le pouvoir et puis le conserver le plus de temps possible. C'était notre but principal, qu'il fallait avoir une charge pour ces deuxième quinquennat et pour étayer le président de la République, chef de l'État de Félix Antoine de Tshilombo,
de ce que nous l'avions fait. Donc, cette nouvelle a été prise de manière de ferveur et on avertit au peuple congolais que nous allons y travailler avec beaucoup d'abnégation et puis il y aura des résultats escomptés et avec le Panthéon, le professeur Njoli, tout est possible pour faire mieux. On ne peut pas vivre aussi ces comportements, je peux dire l'attitude de nos amis des LIDPS qui sont en pouvoir, mais ils se voient comme s'ils sont à l'opposition. Chez vous, chez les bâtisseurs. Commencez à faire des marches en cours des routes. Si ça ne marche pas, vous êtes aussi parmi les créateurs des troubles, comme les autres les font. Quand même, vous avez les pouvoirs du peuple. Bon, chaque parti politique, de prime abord, a une idéologie et puis a une doctrine. Notre parti politique, les bâtisseurs du Congo, et puis les mots est clair là-dessus. Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes venus pour rebâtir ces Congo, pour bâtir, pour réinventer ces Congo. Nous sommes un parti de proposition. Nous ne sommes pas un parti de fustiger, de rien que fustiger, mais nous sommes un parti pour proposer et accompagner une vision optimum pour que le peuple congolais puisse se retrouver à bon escient à ses droits. Bien entendu, il y a une paupérisation en République démocratique du Congo. Et par-delà, nous nous sommes assignés par le biais de notre idéologie et donc doctrine. Nous sommes un parti que nous allons refonder de cette République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On avance un peu. Parlons un peu de la tenue de ces élections. Est-ce que réellement un candidat unique peut être élu ou ça peut passer directement à la nomination? Non. Donc ce n'est pas dit que... Donc cette question, elle est vraiment optimale. Donc il faut rappeler au peuple congolais qu'il y a eu un ticket qui a été esquissé pour être candidat aux différents postes du bureau définitif. Il y a eu un ticket de la majorité présidentielle qui a été mis à l'Assemblée nationale. Si donc peut-être que le professeur Njoli n'avait pas une bonne rhétorique, mais sinon il n'allait pas être le meilleur rapporteur élu avec 385 voix. C'est-à-dire que son discours a été un discours de bonne augure afin que les députés nationaux puissent dévoluer à sa modeste personne. Donc, il a été, même si il ne faut pas créer une psychose, il a été même devant le professeur, le président Kamere, de par les voix, en fait, de par les suffrages. C'est-à-dire que les tickets de l'Union sacrée, donc, malgré tout, ça a été revendiqué par certains députés nationaux, mais sinon, on a vu que à chacun qui avait esquissé son programme d'action, et puis ils ont donc mérité ce qu'ils ont coopté comme suffrage au niveau de l'Assemblée nationale. Enlevons un peu l'image de vous comme rapporteur. Oui, je parle de vous en tant que les bâtisseurs du Congo, mais parlons en tant qu'analyste. Ceci ne peut pas aussi, si peut-être vous étiez de l'opposition, ce n'est pas de la dictature. Non, ce n'est pas de la... Non, c'est pas de la... Non, c'est Dans pas le sens que... Non, c'est pas des dictats. Dans le sens que vous êtes... nous sommes dans un pays. Bien sûr, nous avons gagné des élections parce qu'aujourd'hui, on ne met pas de l'union sacrée, comme dans mon émission passée. Et j'avais reçu un cadre de l'INC qui me dira que non, parce que l'union sacrée est plus grande à l'intérieur de l'union sacrée. Nous avons, c'est pourquoi on a fait cela. Si on comprend bien l'idée de l'union sacrée,
de mettre un ticket, de voir ceux qui ont gagné. Au lieu de laisser tout le monde passer et convaincre, passer par la voie normale, que vous soyez élu, mais vous passez directement pour dire que non, si vous avez autant de députés, c'est que vous allez gagner. Alors, les autres voient ça comme si c'était des dictatures, comme si c'était quelque chose là à qui ils ne se laissent pas voir, comme si nous étions au régime de Mobutu, d'où tout était nommé. On dit non, pas comme celui-ci a fait ça, on récupère là-bas. Non. Comment vous trouvez ça? Bon, de ce qui est fait, ce n'est pas un état de nature. D'ailleurs, le bureau ne comprend non seulement que donc, la mouvance, il y a aussi donc, un poste qui a été réservé pour l'opposition. C'est dans le poste du rapporteur adjoint. D'ailleurs, dans notre ethos, on a eu à réserver un poste pour l'opposition. Si donc, s'il faut le dire, c'est donc le premier régime qui a donc au moins réservé un quota au sein du bureau définitif pour l'opposition. À l'opposition. Donc c'est-à-dire que le tout a été le tout était clair au centre du tout et donc l'opposition d'autre part à son poste. Là au moins ça exhibe aucune dictature là-dessus. La présence de Vital Kamerhe à la tête de la chambre basse du Parlement fraye certains Congolais. Selon vous, est-ce que l'image de Vital Kamerhe à la tête de cette chambre du Parlement peut vraiment contribuer à la réussite ou à un changement totalement attendu dans notre pays? Ok, bon, avoir l'horaire comme président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, là je m'inscris en faux, puisqu'on a connu Vital Kamerhe étant président de la dite chambre à l'horizon 2008 et 2009. Ouais. Là, je m'en souviens, là, je suis encore étudiant, cet élève dans l'époque. C'est ça. Mais sinon, le professeur Vital Kamerhe est donc parmi de ceux-là qui ont légué une mesure de discipline au niveau de l'Assemblée nationale. Lors des plénières déroulantes, on voyait vraiment le parlementaire, ils avaient une connotation d'être appelés par parlementaire. Donc juste après son départ, on a maintenant vu qu'il y a eu vraiment du laxisme au sein de la dite chambre. Mais sinon, j'ai beaucoup de confiance avec le professeur Vital Kamerhe que cette fois-ci, le travail d'un parlementaire sera vraiment connu à bon escient. On est parlementaire, non pas pour être appelé député, mais plutôt il faut exercer des fonctions. C'est ce qui est même la doctrine du président de Vital Kamerhe, qui a de rappeler qu'il y aura des bons contrôles parlementaires pour ces mandats. Donc par-delà, j'aimerais vraiment de ne pas avoir l'horaire de sa présence en l'instar du président du dit bureau définitif. On espère qu'avec tous ses collaborateurs, vraiment ces bureaux, c'est vraiment un bureau où il y a des compétents et puis des hommes politiques oscillatoires qui peuvent donner de bonnes choses au niveau de la République de manière holistique. Vital Kamerhe, une fois directeur du cabinet du chef de l'État, il n'a pas pu finir son travail. Il était en prison. De la prison, on a, je peux dire, ce qui était dit que non, c'était un procès monté. Après, il était ministre de l'économie. Le chef de l'État lui a accordé encore la chance d'accéder à une sorte de faire les affaires courantes. Il n'a pas pu travailler, il a refusé. C'est que la population attendait de Vital Kamerhe. Dans le premier mandat de Tshisekedi,
n'avait pas vraiment eu sa place. Et aujourd'hui, du coup, il est président de la Chambre basse du Parlement. On est sûr, comme vous le dites, que tout marchera. Pourtant qu'il avait, il avait déjà quelques titres dans ses pouvoirs de Tshisekedi, mais rien n'avait marché. Oui, bien entendu. Le Vital Kamerhe, comme notre directeur de cabinet, je n'aimerais pas entrer dans ce genre de polémique là-dessus, puisque je de ces jalons. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas assez de vicissitudes comme ça a été donc, passé récemment. Nous l'avons vécu avec Mbosso, qui les députés s'insurgeraient même en public. Bon, parlons un peu de ce que nous avons vécu. C'était un certain dimanche, le dimanche 19, ici dans la ville de Kinshasa, où il y avait une équipe des assaillants qui voulait renverser le pouvoir. Et en entrant en détail, nous avons compris que ce sont nos frères de la diaspora. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme analyse d'abord par rapport à ces comportements de la diaspora? Donc moi, je l'ai trouvé, c'était un comportement des Léviathans. Donc, puisque la RDC, bon, nous ne sommes plus dans une loi de la jungle. Avec l'avènement du président Félix Tshilombo, nous sommes en train de découvrir une politique inflexionnelle qu'on n'a pas vraiment connue dans très longtemps dans ce pays. Dans ce coup d'État qui a été monté par le biais de monsieur Christian Malanga, okay. Si il a été pétri du patriotisme, mais sinon il n'allait pas le faire. De plus que oser cet acte odieux à sa patrie n'est pas vraiment prodigieux. C'est pas vraiment prodigieux. Donc, quelqu'un qui a un amour profond de sa patrie ne peut pas commettre de tels comportements odieux à ciel ouvert. D'ailleurs, moi je vais insurger aux diasporas. C'est à vous de proposer à ces régimes de Félix, à ces régimes du président Félix, comment en symbiose dynamique nous allons de faire changer les choses, pour ne pas revenir à une politique de funeste. Mais sinon, donc c'était vraiment des comportements qu'on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter, puisque si on a l'amour de son pays, on ne peut jamais commettre cet acte, puisqu'on les connaît tous très bien que notre nation, nous sommes adressés au niveau de l'Est du pays, et là, donc M. Christian devait vraiment insurger dans de bonnes politiques de prouver qu'il y ait certaines améliorations au sein de l'État et non pas prendre le pouvoir par le main sale. L'analyse de certains politiciens disent que Christian Malanga et son équipe ne cherchaient pas à renverser le pouvoir, plutôt ils voulaient la mort de Vital Kamerhe. Ça, j'espère à tous mes téléspectateurs qui me suivent, l'émission passée, il y avait cela par M. Sylvain Luwanga, des lycées qui avaient dénoncé ça, qui non, on cherchait la mort de Vital Kamerhe, ce n'était pas l'école d'État. Comment chez vous, vous avez traité cela? Reste impartial, je ne pourrais pas dire qu'ils étaient venus pour... donc pour moi, c'était une omission, de plus qu'ils ont nécessairement dissuadé dans le président Kamerhe et puis aller où l'on travaille notre premier ministre de Madame Judith de Toulouka et enfin couronné au palais de la nation. Donc c'était un coup d'État qui était monté pour ce trio en fait. Ce n'était pas un coup d'État taillé sur un seul individu, en l'instar du président Kamerhe. Donc, puisque le ZOI a dissuadé 3 résidences, en l'occurrence, du président Kamerhe, et puis dans le palais où travaille le chef de l'État, ainsi que la primature où donc travaille notre premier ministre. Donc, vous voyez que ça a été un coup d'État
qui était déjà monté, donc ne soit pas été incarcéré à un seul individu. Là, vraiment, je suis impartial à ce niveau de débat. Okay? À toute la diaspora de la République démocratique du Congo, vous qui êtes à l'étranger, vous devez savoir que notre pays, nous sommes en voie d'une politique inflexionnelle. Dans certains pays où il y a eu trop de léviathans qui ont gouverné ces pays, aucune prodigieuse de lois qui ont été léguées, et donc vous voyez de tout certain de ne pas à bon escient diriger. C'est à vous, travaillons-nous-en en symbiose dynamique, c'est à vous d'attiser, de proposer à ces régimes ce qu'il faut émettre comme une politique de la praxis. Et non pas de former des équipes basées avec des assaillants afin de venir prendre le pouvoir étant un léviathan. Puisque en philosophie, ce que j'ai appris, il y a eu un état de nature où donc il y avait un léviathan qui a été considéré comme un monstre. Donc c'était une loi de la jungle qui régnait. Le Congo n'est plus dans cette loi de la jungle. Donc le Congo est en train de s'améliorer graduellement et minutieusement. En symbiose dynamique, j'aimerais que nous puissions travailler afin que nous puissions escorter le président de la République, le chef de l'État, donc Félix Antoine de Tshilombo, qui est en train de se battre à fond avec tout le monde qui sont de conférés au niveau des différents postes pour mettre fin à l'hostilité qui est au niveau de l'Est du pays, non pas de venir prendre le pouvoir de par le main sale à l'instar du Léviathan, sinon soyez-en sûrs, soyez-en apaisés. Pour ces deuxième quinquennat, j'en crois beaucoup qu'il y aura des prodigieuses choses qui vont se passer en République démocratique du Congo. Et ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. C'est ça même l'importance de cette émission, Parlons du Congo. Nous voulons parler de notre pays pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous pouvons faire au lieu de renverser les pouvoirs. Venez par la voie des élections, passez votre nom, que la population vous approuve, que la population accepte vraiment votre image, que vous dirigez le pays sans problème au lieu de renverser. Parce que lorsqu'il y a déjà un coup d'État dans les pays, M. Florent, oui, nous savons que tout recommence encore à zéro. Bien entendu. Et d'ailleurs, si c'était un coup d'État monté comme il y avait des Américains à l'intérieur, je ne sais pas si on va encore rentrer à l'esclavagisme. Pourtant que nous avons beaucoup de têtes dans ces pays, les têtes bien faites là dans ces pays, mais, qui acceptent que les pays soient renversés par un individu et son équipe. Alors, nous voulons aussi parler, parce qu'on est en train d'atterrir avec notre émission, parlons un peu de la sortie du gouvernement Toulouka, qui aujourd'hui les Congolais attendent encore. Ce n'est pas encore publié. À votre gouvernement, c'est un gouvernement, puisqu'on a connu un slogan donc, du gouvernement honoraire, que c'était un gouvernement de Warriors. De Warriors plutôt. Oui. Avec la première ministre, Excellence Madame Judith de Toulouka, avec ce qu'il a comme compétence, nous cogitons que ces fameux gouvernements, qu'il n'y aura pas de moindres personnes qui vont faire allégeance ou donc qui vont qui vont faire leur entrée au niveau du gouvernement. Donc sinon, si donc les choses sont tirées longueur, c'est parce que de la première ministre, elle est catégorique. Ouais. Elle est catégorique.
elle veut vraiment brandir un travail de bataillon pour que ce deuxième quinquennat puisse avoir un nouvel élan. Mais c'est ce que nous souhaitons, nous tous, la famille de l'Union sacrée de la nation. Mais vous oubliez que les temps passent déjà parce que le président a déjà perdu ses 6 mois, je dirais. Parce que déjà, bientôt, là, c'est la fin du mois de mai. Nous entamons déjà 6e mois, c'est la moitié déjà de l'année 2024. Vous savez que nous sommes en train de perdre parce que rien ne marche dans ces pays encore. Si j'ai une prodigieuse mémoire, il y a eu le royaume de Belgique qui a fait autant de mois sans gouvernement. La Belgique n'est pas la RDC, M. Florent. Bien entendu. Donc, la Belgique est aussi dirigée au moins. Donc, il y a le roi qui est là et puis il y a le Premier ministre qui fait aussi donc sa part. C'est même en RDC. Donc, le royaume de Belgique, ils ont fait tant de mois sans gouvernement. Pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, la première ministre a tous les temps d'opérer des bons choix afin que nous ne puissions plus pleurnicher comme un système endémique et dans le pays ne marche pas puisqu'il y a vraiment une loi qui est donc solide. À ce que j'ai appris que la dame ne veut pas travailler avec le chef de président des partis politiques. Là vraiment c'est un acquis. C'est un acquis puisque on trouve en elle qu'il y a une compétence avérée, il y a donc une politique de véhémence qui se montre. Et moi vraiment je la soutiens à 100% qu'il y aurait des bonnes choses. Alors qu'est-ce que Augustin Kabouye faisait au mois de janvier? Parce qu'il avait une mission que le chef de l'État l'avait donnée. Monsieur Augustin Kabouya, l'honorable sénateur Augustin Kabouya, ce qu'il avait fait, c'était une mission de l'identification d'une majorité de parlementaires. Après ça, il avait encore été chargé de former donc, le gouvernement. Mais non, mais donc la constitution est claire. Hein? Donc, il a été nommé informateur et puis formateur. Formateur. Oui. Là, donc quasiment couronné dans sa mission qui lui a été assignée. Et puis, maintenant, c'est maintenant que nous puissions nommer un premier ministre, soit donc une première ministre, de ce qui a été aussi donc dégagé. Il y a eu un consensus par le biais de notre constitution. Le premier ministre doit y être saillant d'une majorité parlementaire ou soit d'un parti politique où il y a une majoration de députés. De ce qui a été fait, c'est une omission. Et là maintenant, nous attendons à bon escient la sortie magistrale. C'est dans peu de temps que nous aurons notre nouveau gouvernement. La semaine dernière, on nous avait parlé du vendredi, soit le week-end. Mais sur les couloirs, on nous parle que l'honorable député Bahatou Moukebo l'avait dit que, comme il est membre du présidium de l'Union sacrée, il avait aussi ces noms qu'il devrait donner. Et c'est ça ce qui a traîné la publication du gouvernement les vendredis et les week-ends. Alors, est-ce que c'est ce qui était dit ou comment? Parce que la population attend vraiment que les choses changent dans les pays. Parlons par exemple du taux du dollar, qui aujourd'hui, des fois, si vous partez en ville, ça se change à déjà 10 dollars aujourd'hui, c'est 30 000. Okay. Je ne sais pas, alors tout ça pourra changer quelque chose. Parce que nous avons besoin vraiment d'un changement, mais le gouvernement ne sort pas. Aujourd'hui, encore lundi. S'il faut revenir à ce que donc ça a été discouru par le biais du président Bahatou Moukebo, oui. Mais de là une force politique. Il a une force politique. Et on doit accepter qu'il il est quand même
il est quand même parmi ceux-là qui ont une force politique de la République. Donc je pense peut-être AFDCA et la quatrième force politique. Donc c'est-à-dire qu'il a au moins un quota au bureau définitif de ce qui a été fait par Mme Chumel aujourd'hui, qui est issue de son parti politique, notre questeur principal à l'Assemblée nationale. Et c'est même qu'il aura encore un quota au bureau définitif du Sénat et donc pourquoi pas enfin au niveau du gouvernement. S'il faut dire à propos de cette paupérisation qui incarne la République démocratique du Congo, c'est dit aux incompétents qui ont pu gérer notre République depuis très longtemps. La raison pour laquelle j'ai beau parler aux diaspora qui nous suivent que le président Félix est en train de prôner une politique inflexionnelle. C'est ça, infléchir. Ouais. Ce qui est fait, Madame Judith, c'est infléchir. C'est modifier les choses. C'est changer les choses. Ne plus travailler avec le président du parti politique, c'est changer les choses. Là, vraiment, il faut vraiment saluer ça. Donc, je pense que la personne qui sera assignée de ces fonctions, il aura au moins une maîtrise pour les taux d'échange. Ce que je vais demander au peuple congolais, c'est d'être apaisé. Ce deuxième quinquennat sera un quinquennat vraiment solennel. Nous sommes toujours apaisés, comme Papa Tshisekedi le disait. Tulia kakaka, basapu sapu, tulala. C'est tout. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Votre dernier mot? Ok, merci beaucoup. Mon dernier speech serait à émettre un avis singulier, beaucoup plus à la jeunesse congolaise de manière générale. Cette jeunesse congolaise, si notre pays aujourd'hui, il n'y a plus une bonne éducation, c'est plus que les jeunes sont trop manipulés dans de bêtises. Les jeunes ne veulent plus apprendre, mais les jeunes veulent parler rien que des discours épileptiques à l'encontre des politiques. C'est à vous les jeunes, c'est à nous que nous sommes la relève de ces pays, de cette nation. Les jeunes, je vous attise d'être des entrepreneurs. Les jeunes, il faut proposer. Nous devons créer pour sauver cette nation. Ne laissons pas rien qu'aux politiques qui ont déjà travaillé et encore travaillé. C'est maintenant à nous d'entrer dans cette sphère afin que nous puissions changer les choses. Donc s'il faut imiter donc mon cher Daniel Mao, donc le professeur Daniel Mao qui aime dire avec la nouvelle génération faisons la politique autrement. Mais de maintenant moi je vais justement donc parler ce qu'il dit Senghor. Il faut une politique inflexionnelle. Nous devons changer les choses. C'est cette jeunesse qui doit changer les choses. C'est cette jeunesse qui est censée de galvaniser à ces politiques afin que le tout puisse changer. Ne soyons pas un pays épileptique, mais plutôt soyons un pays qui respecte les lois et ses us coutumes, je dis. Merci beaucoup. Comme l'a dit Esaïe Voumi, comme l'avion atterrisse à l'aéroport de Ndili, c'est la fin aussi de notre émission. Nous atterrissons aussi avec Parlons du Congo. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir le secrétaire national du parti Le Bâtisseur du Congo, dit professeur Jacques Ndoli. Il est désormais rapporteur de l'Assemblée nationale. J'étais Albert Naïdou.
au-delà de nos caméras, je vois Marlene Lutolandio et les frères Bakambu qui étaient aussi là-bas. Et du côté technique, je vois Sarah Keya, elle n'est pas seule, accompagnée de Tito Mbouyi et Lévi Ibwendi, sous la coordination de Cédric Ngongo. À tous ceux qui nous ont suivis, restez toujours branchés au programme de Shalom Télévision.